Santé et sécurité MAG avec Céline Nguessan. Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de Santé et Sécurité MAG, votre magazine mensuel de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons en cet après-midi pour vous parler des questions liées à la santé au travail. Avec l'aide de notre expert du jour, nous nous intéresserons aux maladies professionnelles, les produits dangereux pour la santé, les risques de maladie, la protection médicale et les visites d'embauche. Il s'agit du docteur Ouattara Jacques, médecin du travail. Bonsoir docteur et merci de votre disponibilité. Bonsoir et merci de m'avoir reçu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous que doit-on comprendre par la terminologie santé au travail? Avant de comprendre la terminologie de santé au travail, il y a d'abord la santé. La santé, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de bonne santé, c'est santé. Quand on dit santé, c'est déjà bon, c'est un bien-être physique, moral, psychologique également et puis social. Dans le cadre de la santé au travail, c'est la même chose. La différence est que, on dirait, la santé au travail, c'est garder sa santé dans les conditions de travail. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le travail vienne détériorer notre santé au travail. C'est ce que ça veut dire, santé au travail, pour résumer ainsi. Mais lorsqu'on veut voir une autre terminologie, santé au travail, c'est travailler sans que le travail ne détériore notre bien-être physique, moral, psychologique et social. C'est ce que ça veut dire santé au travail. Santé et sécurité MAG. En quoi consiste votre tâche en tant que médecin du travail au sein d'une entreprise? Est-ce une obligation pour toute entreprise d'avoir un médecin du travail? Je dirais tout de suite le nouveau code du travail nous y oblige, donc qui a été voté par l'Assemblée nationale en juillet 2015, nous y invite. Il faut qu'il y ait la santé au travail. En fait, cette obligation, c'est la loi, mais également dans nos relations de tous les jours, il est intéressant quand même de travailler avec des gens qui se portent bien. Alors l'apport du médecin de travail dans ce sens-là, cet apport est primordial. Et au jour d'aujourd'hui, la législation nous oblige à embaucher un médecin de travail en entreprise. La législation nous oblige également à mettre à niveau un médecin déjà qui est en entreprise pour qu'il puisse fonctionner comme un médecin de travail. Alors, médecin de travail, il y a 3 axes dans l'entreprise. Il y a la surveillance du milieu de travail, la surveillance de la santé, et puis on intervient en second plan pour le curatif, c'est-à-dire que pour les soins. Voilà la plage un peu de médecin de travail. Mais en dehors de ça, il y a des relations que le médecin de travail doit avoir en dehors de l'entreprise. Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle? Combien en existe-t-il? La définition qu'on va donner d'abord à la maladie professionnelle, c'est une maladie qui est contractée pendant le travail. Même, il y a des critères pour donner cette appellation de maladie professionnelle. D'abord, il y a le travail. Mais il faut qu'il y ait un facteur pendant votre séjour au niveau de l'entreprise, que ce facteur-là intervienne. Ça peut être un agent causal, ça peut être un produit chimique, que ce facteur-là intervienne. Qu'il y ait un lien de cause à effet à partir de ce facteur. C'est pas parce que je suis là, on va me dire, bon, je suis malade, c'est une maladie professionnelle. Non, il faut qu'il y ait une cause à effet. Il faut qu'il y ait la condition, c'est une exposition quand même qui dure longtemps. Quand je dis exposition qui dure longtemps, il ne faut pas venir en 2 ou 3 mois pour dire que j'ai une maladie professionnelle. C'est une exposition qui dure pendant longtemps. Et ensuite, cette exposition-là en question, cette maladie-là, ça doit se contracter au niveau du poste de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un poste de travail ne peut pas avoir une maladie chez quelqu'un d'autre qui a un autre poste de travail. Santé et sécurité MAG. Ça, en ce qui concerne la maladie professionnelle. Mais si vous voulez ajouter la terminologie des maladies professionnelles indemnisables, ça rejoint un peu la législation. Parce qu'il y a un tableau qui est défini par la législation. Lorsque cette maladie n'est pas inscrite dans le tableau de cette législation, cette maladie n'est pas indemnisable, donc n'est pas prise en compte. Dans nos recherches, nous avons appris que certaines maladies peuvent être considérées comme professionnelles sans apparaître dans ce tableau. Dans ce cas d'espèce, quel est le sort réservé à la victime? Bon, il faut dire tout de suite que maladie professionnelle qui n'est pas... en fait, lorsqu'on dit maladie professionnelle, déjà,
c'est-à-dire que c'est au travail qu'on a pris. Et ces maladies dont vous parlez là sont définies comme des maladies pour le moment à caractère professionnel. N'étant pas prise en compte par la législation, donc elle est définie comme une maladie à caractère professionnel. C'est-à-dire que effectivement, c'est lors du travail que nous le contractons. Voilà. Et dans ça, ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces maladies-là, bien sûr, la législation il y a ça, mais il y a l'organisation qui s'occupe donc de la sécurité sociale qui a proposé un certain nombre de démarches. Et cette démarche-là, c'est qu'on invite tous les médecins de travail à déclarer ces maladies à caractère professionnel pour qu'on puisse éventuellement, avec des études, associer ces maladies-là à la liste des maladies professionnelles. De façon concrète en entreprise, quelle action menez-vous pour prévenir les maladies professionnelles? Alors, comme toute autre maladie, ces maladies professionnelles rentrent dans le cadre de la prévention. Alors, cette prévention, on va en venir certainement, on parle de la prévention médicale. Alors, comment prévenir cela? Il y a plusieurs axes. Le premier axe d'abord, il faut connaître la maladie. Connaître la maladie, ça veut dire qu'il faut connaître le poste de travail. Il faut voir quels sont les risques que le travailleur court à son poste de travail. À partir de là, en tant que médecin, vous allez définir si c'est une maladie professionnelle ou pas et vous allez suivre. Le deuxième axe, c'est qu'il y a des visites. Il y a la visite, il y a plusieurs sortes de visites. Il y a la visite d'embauche, il y a la visite annuelle, il y a la visite spécifique des postes du travail. Il y a les visites de reprise lorsqu'on est malade et chez la femme, par exemple, lorsqu'on accouche, on revient, il y a des visites. Alors, pendant toutes ces visites, le médecin doit veiller à voir le sillage donc, de ces maladies-là et à partir de là, on les prévient. Mais la prévention, le troisième axe, c'est que les produits qui sont utilisés ou éventuellement ceux à quoi les travailleurs sont exposés, ceux-là, donc ces expositions doivent être surveillées pour que ça n'ait pas un impact sur la santé des travailleurs. Voilà en gros comment est-ce qu'on arrive à prévenir ces maladies. On ne le souhaite pas, mais au cas où un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, quelle est la démarche à suivre pour diagnostiquer cette maladie et quel est le processus d'indemnisation de la victime? Alors, il faut dire tout de suite que le travailleur, dans la démarche qui est atteint d'une maladie professionnelle, et comme je le disais tantôt, ce n'est pas des maladies donc, qui courent les routes comme ça, comme le paludisme et tout ça, mais c'est des maladies qui vont évoluer à bas bruit, mais qui sont suivies quand même. Pour le médecin, ce n'est pas le même cas. Alors, la première démarche, il faut considérer que lorsque, en tant que médecin, on va constater une maladie professionnelle, on fait une déclaration. Ça, c'est la première démarche. Donc, cette déclaration est faite comme un accident de travail. Et le document va, bien sûr, à la CNPS. Mais aussi, le médecin de travail peut faire appel au service de maladies professionnelles. Par exemple, au CHU de Yopougon, il y a un service de maladies professionnelles qui peut aider à confirmer éventuellement ce que le médecin a établi comme diagnostic. Il y a ça dans cette démarche. Donc, il y a la déclaration, il y a la confirmation de la maladie professionnelle. Dans cette démarche-là également, vous avez parlé tout à l'heure d'indemnisation. Voilà. Lorsque le document va arriver à la CNPS, ce document-là également est analysé. Et en collaboration avec le médecin conseil de la CNPS, donc le médecin de travail et le médecin conseil de la CNPS, on arrive à indemniser cette maladie, à condition que cette maladie soit inscrite dans le tableau des maladies professionnelles indemnisables en Côte d'Ivoire. Santé et sécurité MAG. Dans l'exercice de leurs fonctions, certains travailleurs sont en contact permanent avec des produits dangereux pour leur santé. Parlez-nous de ces produits et les mesures de protection médicale. Bon, il faut dire que lorsqu'on parle de produits dangereux, moi je dirais tout de suite, dans ma pratique de médecine de travail, je le dis, c'est au niveau de Sucrivoire en agro-industrie, on n'a pas eu à identifier une maladie professionnelle en tant que telle, parce que ce n'était pas indemnisable, mais d'autres maladies, telles que les dermatoses, telles que les eczémas, c'est des maladies professionnelles, peuvent arriver. Alors, en cela, il faut dire tout de suite que les produits dangereux sont connus. Vous avez par exemple, dans la pratique quotidienne, lorsque certains manipulent les hydrocarbures, je vais parler par exemple du benzène, qui se trouve dans les hydrocarbures, c'est un produit cancérigène. Vous avez l'amiante, qui est un produit cancérigène. Vous avez aussi d'autres produits, le diméthylhydroxyde également, qui est cancérigène. Donc, vous avez tous ces produits chimiques-là. C'est surtout les produits chimiques qui vont entraîner des maladies professionnelles, je vais dire, en ce qui concerne des produits dangereux.
Alors, il se trouve qu'en dehors de cela, il y a des pratiques quotidiennes dans les postes de travail, tels que les problèmes de posture dans les postes de travail, tels que également la manutention, qui vont justement, ces deux, c'est-à-dire la manutention, et puis les mauvaises postures qui vont entraîner une déficience au niveau des articulations, surtout au niveau de la colonne vertébrale. On va se retrouver dans le groupe qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Et vous avez, au bout du compte, une hernie discale qui peut se dégager. Par exemple, vous avez déjà entendu parler de l'hernie discale. Donc, ces troubles musculo-squelettiques en question font partie aujourd'hui des maladies professionnelles. Vous voyez un peu, il y a le chimique, mais il y a également la pratique quotidienne du travailleur à son poste de travail, que ce soit de manutention ou autres pratiques qui peuvent entraîner donc cela. La station debout prolongée, il y a tous ces aspects-là. Par rapport à ces mesures de prévention médicale, il faut dire tout de suite, il y a la visite médicale, il y a l'information, il y a la sensibilisation, mais on va rechercher régulièrement ces maladies-là. Il faut les rechercher. Il ne faut pas attendre que ça survienne, mais il faut les rechercher. S'il faut sortir le travailleur de là-bas, il faut le ressortir. Vous avez par exemple le problème du bruit. On va parler de la surdité professionnelle. Alors, l'agent qui vient, c'est un agent physique, c'est le bruit. Et ce bruit-là, il ne faut pas qu'il dépasse un seuil. Alors, ce seuil-là, par exemple, c'est 80 décibels. On peut aller jusqu'à 89 décibels, mais il ne faut pas que ça dépasse. Dans l'organisation du travail, le travailleur, il doit rester. S'il est arrivé à ce bruit, il faut le protéger individuellement ou collectivement d'abord. Si la protection collective n'est pas possible, on fait la protection individuelle. Et puis, ce travailleur-là, il ne faut pas qu'il reste dans cette situation de bruit exagéré pendant un certain nombre de temps. Alors, s'il doit rester 8 heures de temps, il faut le sortir de là-bas. Donc, on le fait rester 4 heures ou 5 heures de temps, on le sort de là-bas, on revient. Mais souvent, c'est difficile avec les employeurs parce que, par exemple, ce travailleur-là, il faut qu'il reste, c'est lui seul qui est le technicien quand même pour ce poste-là. Donc, la prévention, c'est la visite médicale et puis la surveillance de là où le travailleur travaille. À partir de là, on sort quand même un certain nombre de choses. Il ne faut pas qu'on soit là et puis bon, mais la maladie arrive. Donc, c'est les deux axes de prévention. Concrètement, comment se traduit la protection médicale en entreprise? Alors, la protection médicale en entreprise, d'abord, je l'ai dit plus haut, il faut un médecin de travail. C'est une spécialité à part. Je dis comme ça, ce n'est pas d'autres spécialités qui vont venir faire la médecine du travail. En médecine, chacun a sa spécialité. Un gynécologue ne peut pas venir faire, j'allais dire, de la pédiatrie. Bon, c'est proche, on peut le faire. OK? Donc, un gynécologue ne peut pas venir faire la médecine du travail parce que dans la formation, c'est une spécialité. À partir donc de cette spécialité-là, le médecin du travail sait ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que le médecin du travail fait? Il reste donc dans son milieu qu'on appelle le service médical du travail, avec son organisation, avec des relations avec l'administration, des relations avec les travailleurs. Il faut ça. En dehors donc de ce milieu, le médecin du travail a des relations avec l'inspecteur du travail, l'inspecteur médical du travail, avec le district sanitaire. Je parle de tout ça pour dire que dans le milieu du travail, le médecin intervient pour la surveillance du milieu du travail, pour voir, pour que le travailleur qui y est ne soit pas exposé à des risques. Et s'il est exposé à des risques, il faut travailler de telle sorte à réduire, soit à maîtriser, soit à réduire ces risques-là. Il y a la surveillance de la santé. Quand je parlais donc de l'inspecteur du travail, de l'inspecteur médical du travail, il y a la surveillance du milieu parce que ceux-là interviennent. Bien sûr, il a des relations également avec notre structure de sécurité sociale qui est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ensuite, en ce qui concerne la surveillance de la santé, vous savez qu'il y a la vaccination. Le travailleur doit être vacciné pour être protégé. Si le médecin du travail n'a pas de relation avec le district sanitaire, ça pose problème où il va trouver les vaccins. Il faut aller acheter, ça coûte cher. Voilà. Et ensuite, il y a les soins. Lorsque le travailleur est malade et tout, il y a des soins à apporter, ou bien il est blessé, il y a des soins à apporter. Et si on n'a pas de relation avec les hôpitaux, qui sont les structures sanitaires publiques, qui sont à proximité ou ailleurs, ou des relations avec d'autres spécialistes, ça pose problème. Donc voilà les trois axes de surveillance donc, au niveau du milieu de travail, c'est-à-dire il y a le milieu de travail, il y a la surveillance de la santé, il y a les soins. Santé et sécurité MAG. Voilà. Est-ce une obligation pour l'employeur de faire une visite médicale d'embauche à tous ses employés? Alors, c'est une obligation. La législation l'oblige à le faire. La législation oblige, suivant des quotas bien précis,
à avoir un service médical. Quand vous prenez seulement la tranche, aujourd'hui la législation dit qu'il faut avoir un service médical complet à partir de 1000 travailleurs, avec un médecin. Quand je parle de ça, puisqu'on parle de médecine du travail, un médecin pour 1000. Mais la législation viendra encore pour dire, certainement après, ça y est, en voie de conception, de réalisation, un médecin pour 500 travailleurs. Donc, le législateur pense déjà à la santé du travailleur. Alors, dans ce contexte bien précis, le législateur dit aussi que l'employeur a l'obligation de s'occuper de la santé des travailleurs. Donc, il est obligé d'avoir un service médical de travail avec un médecin de travail. C'est triste, mais c'est une réalité. Certaines entreprises ne s'intéressent pas à la protection médicale de leurs employés. Aucune visite médicale, pas de service de santé, pas d'assurance maladie. Qu'en pensez-vous? Alors, je dirais tout de suite que ces employeurs-là, ils doivent se conformer aux normes nationales. Les normes nationales, lorsqu'on parle de normes nationales, en ce qui nous concerne, c'est le Code du travail. Il faut se conformer à cette réglementation. Cette réglementation nous demande de faire des visites d'embauche. On ne peut pas embaucher un travailleur sans faire la visite d'embauche. Pourquoi? D'abord pour le travailleur. Là où il va travailler, est-ce que ça ne va pas détériorer sa santé? C'est pour cela, tantôt en haut, je parlais de visites. Ensuite, pour l'employeur lui-même, il va embaucher un travailleur malade. Et ça va faire un coût supplémentaire. Non seulement le travailleur ne sera pas rentable, mais il y aura des coûts supplémentaires concernant sa santé. Parce que lorsqu'il va tomber malade, l'employeur est obligé de faire quelque chose sur place, même s'il le renvoie à la maison. Donc ça va créer un phénomène psychosocial qui va créer un environnement de conflit entre les travailleurs et l'employeur. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, ces employeurs qui ne font pas de visite d'embauche, qui n'ont pas de service médical de travail, ou bien qui n'ont pas une infirmerie suivant la législation, mais ces employeurs-là doivent être sensibilisés. Et s'ils ne sont pas sensibilisés, il y a bien sûr la sanction législative qui arrive. Alors, donc c'est pour cela, dans un premier temps, la structure donc, qui s'occupe de la santé et de la sécurité sociale, la CNPS, passe par des sensibilisations pour le moment. Et puis bien sûr, il va arriver un moment où on aura des sanctions. Mais les sanctions vont commencer avec l'intervention des inspecteurs médicaux du travail. Voilà, vous êtes médecin du travail. Pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux de santé qui légitiment que l'on se préoccupe des visites médicales en entreprise? Alors, les enjeux, ça veut dire tout simplement ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne d'abord, lorsque une entreprise est en place, c'est pour chercher un profit. Et lorsque vous prenez l'équation, production jusqu'au profit, vous avez production, vous avez profit. Mais dans cette production, vous avez des charges. Les charges viennent en dénominateur. Si les charges sont élevées, le profit va diminuer. Alors, donc, en cela, il ne faut pas que les charges augmentent. Alors, si le travailleur est malade, les charges vont augmenter, le rendement va diminuer. Donc, les charges augmentant, il y aura moins de profit. Donc, le travailleur, l'employeur perd d'abord un. Deuxièmement, l'employeur perd. Pourquoi? Parce que sa rentabilité va diminuer. Ça va créer un environnement de conflit social. Finalement, les travailleurs ne vont pas travailler, il y aura beaucoup de choses et on peut avoir donc des pertes de matériel, des pertes financières également, mais des pertes de matériel. Donc, l'employeur ne profite pas de ça. Et pour terminer, par rapport à cela, le travailleur, c'est un humain qui arrive. Et l'employeur a le devoir de penser à sa situation sociale. Un employeur qui ne le fait pas, je dirais que ce n'est pas un employeur. Santé et sécurité MAG. Pouvez-vous nous dire ce que les médecins du travail observent en termes de santé des salariés? Bon, alors, en termes de santé des salariés, ce que les médecins du travail observent, alors quand vous posez la question, je pense à ce que nous, en tant que médecins du travail, nous constatons. Alors, en cela, il y a deux axes. Le premier axe parle de la santé en tant que telle qui n'a rien à voir avec le travail. Donc cette santé-là, c'est la santé publique. Donc on suit cette santé dans ce même contexte de consultation journalière. Okay? Ils sont soignés et se réorientés vers des spécialistes. Ensuite, le premier axe, je disais, dans la prévention, la vaccination et autres, la sensibilisation, l'information sur telle maladie, par exemple le VIH et autres. Et tout dernièrement, il y a eu beaucoup d'informations, de sensibilisation sur le virus Ebola. Okay? Et puis le deuxième axe, ça, c'est la santé
au travail, c'est-à-dire faire de telle sorte que le travailleur ne tombe pas malade du fait de son travail. Donc le médecin du travail a 2 axes à animer et cette animation n'est pas souvent facile, il faut le dire. Parce que la plupart du temps, j'allais dire, lorsqu'on prend le pourcentage de présence du médecin du travail dans son milieu, il fait pratiquement 70% de curatifs, sinon quelquefois 80% de curatifs. Alors qu'il doit faire, j'allais dire, dans nos pays, moitié-moitié, 50%, 50%. Et ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'il y a la charge du curatif qui est supérieure à la charge du préventif, c'est-à-dire aller sur le terrain, sur le milieu de travail et faire ce que je vous ai dit tantôt. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui expliqueraient l'altération de la santé des individus au travail? Alors, il y a 2 ordres de facteurs. J'allais dire, il y a les facteurs intrinsèques, c'est-à-dire les facteurs intrinsèques au milieu du travail. Au milieu du travail, qu'est-ce qui peut altérer? Il y a les conditions de travail. Dans ces conditions de travail, comprenez qu'il y a le matériel qui est utilisé, l'exposition du travailleur à ce matériel ou aux produits chimiques, mais il y a également dans ce milieu, j'ai parlé de l'exposition, mais également dans ce milieu, il y a le travailleur, l'environnement du travailleur. Cet environnement-là est entretenu et créé par et le travailleur et l'employeur. Pourquoi? Cet environnement peut être conflictuel. Qui a créé ce conflit? Est-ce que c'est le travailleur ou pas? Cet environnement également peut venir, je dirais tantôt, du travailleur. Pourquoi? Parce que le travailleur vient, par exemple, si dans cet environnement, il y a la drogue, il y a l'alcool, donc cet environnement reflète un peu la vie du travailleur en dehors de l'entreprise. Donc, je fais allusion à sa collectivité, à sa famille. Mais cet environnement également est influencé par les relations avec le patronat ou avec les supérieurs hiérarchiques. Alors, si les supérieurs hiérarchiques ne gèrent pas bien les travailleurs, ça fait un conflit d'autorité entre le travailleur et le supérieur hiérarchique. Vous avez entendu parler de harcèlement et autres et tout ça. Il y a cet aspect. Le facteur, ça c'est intrinsèque au travail, il y a le facteur extrinsèque au travail. Donc ce facteur extrinsèque, c'est-à-dire en dehors du travail, quelles sont les pratiques en fait du travailleur en dehors du travail? Comme vous le savez par exemple en agro-industrie, le travailleur est fini, il va dans son champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fatigue là-bas avec tout ce qu'il y a. Il y a des mauvaises pratiques en dehors, pourquoi pas? Il y a beaucoup de perturbations, dépravation des mœurs en dehors. Et tout cela, ça influe sur la santé du travailleur. Et tout cela se retrouve malheureusement dans le milieu du travail. L'expression, j'allais dire l'expression de tout cela, quelquefois, est explosive. Et on se retrouve dans une situation dégradante et qui va dégrader surtout la santé du travailleur. Santé et sécurité MAG. Docteur, nous sommes au thème de notre entretien. Votre mot de fin? La santé du travail doit être prise au sérieux. Dans le milieu du travail, on priorise le problème des salaires. Il est vrai. Mais lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes sujets à un accident de travail invalidant, nous comprenons par là que la santé est très importante. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudra pas rendre malade le travailleur qui vient à son travail. Et pour ne pas le rendre malade, parce qu'on le dit souvent, lorsqu'on est malade, quand on sent que la santé, vraiment, c'est quelque chose. Donc, au travail, si le travail nous rend malade, c'est que vraiment, ce que nous visons, lorsque nous sommes partis travailler, ce que nous visons ne sera pas atteint. En résumé, la santé et le travail, c'est un axe très important et il est obligatoire pour moi de l'appliquer dans le milieu du travail pour que le travailleur non seulement arrive à la maison tout souriant, qu'il parte content au travail et qu'il y ait un épanouissement autour de lui, que ce soit au travail, que ce soit également dans sa famille. Je pense que là, tout le monde y gagne, la société y gagne, la collectivité y gagne. Voilà, c'est sur ce message du docteur Ouattara Jacques, médecin de travail, que prend fin ce numéro de Santé et Sécurité MAG, votre magazine mensuel de formation, d'information et de sensibilisation à la prévention des risques professionnels. Merci de votre fidélité et merci à Rachel Beda pour la réalisation technique. Que Dieu vous bénisse. Santé
et Sécurité Mag avec Céline Nguesson.